Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, on analyse les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en matière environnementale avec Virginie Derue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la recherche en investissement responsable chez AXA IM. Neil Makarov, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur de stratégique perspective et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bon, on va commencer en disant que la réélection de Donald Trump, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique ou la préservation de la biodiversité. Peut-être en rappelant Virginie Derue ce qu'il a promis déjà pendant sa campagne électorale. En général, il essaye de tenir ses promesses. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un peu notre souci. Donc, il a promis un repeal de l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Il a promis une dérégulation tous azimuts et il a promis deux forêts à tout va. Sur le marché américain. Donc, nous, on pense qu'il faut quand même nuancer un petit peu certains dossiers, certains éléments, à la fois concernant l'IRA et puis très certainement le forage à tout va. Alors, on va détailler tout ça, mais vous pensez qu'il y a des garde-fous malgré tout, parce que si on analyse, alors c'est plus une analyse un peu politique, mais du fonctionnement de la Maison-Blanche, le premier mandat, il ne s'était pas totalement préparé et il y a eu un certain nombre de hauts fonctionnaires dans son staff qui ont freiné un certain nombre de décisions. Là, on se dit qu'il va aller plus vite et plus fort dans ce qu'il a prévu de faire. Alors, ça, tout à fait, c'est très clair. Donc, il y aura des impacts, notamment, je pense, sur le volet environnemental. Mais sur le secteur du pétrole et du gaz, je pense que c'est très différent. Sur le pétrole notamment, la situation, c'est quand même aujourd'hui une situation qui est proche de la surcapacité. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des producteurs américains d'aller ouvrir les vannes et de forer à tout va. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré plus ou moins un acteur comme Exxon, qui n'est pas le plus petit des acteurs américains, qui a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, pour le secteur, le sujet, c'était une discipline, coût, le respect de seuil de rentabilité. On va rester sur cette thématique des forages, puisque effectivement, il y avait cette phrase que Donald Trump a répétée tout au long de la campagne, « Drill, baby, drill », fort, forêt. Et puis, il y a cette autre citation lors de son discours après la victoire, « Nous avons plus d'or liquide que n'importe quel autre pays dans le monde, plus que l'Arabie Saoudite », où là, Russie, Neil Makarov, c'est... donc potentiellement, on se dit gaz de schiste ou pétrole de schiste à tout va. Peut-être que ça va être un peu plus compliqué que ça, en fait. En réalité, se retourner vers l'ancienne économie du gaz, du pétrole et du charbon, ça serait extrêmement coûteux pour l'économie américaine, parce que l'Inflation Reduction Act de l'administration Biden a investi massivement dans les nouvelles technologies vertes, les panneaux photovoltaïques, les batteries, les éoliennes. Et revenir en arrière, ça serait coûteux, notamment pour les États républicains. 80% des investissements de l'IRA américain sont allés dans des États comme le Texas, par exemple. Et ça a permis de créer 330 000 emplois dans l'industrie verte. Donc, revenir quelque part sur le secteur du pétrole, du charbon et du gaz, c'est un peu un non-sens économique pour l'économie américaine. Ça veut dire que ces nouvelles usines dans le secteur du photovoltaïque, de la batterie électrique, etc., elles seraient menacées de fermeture potentiellement si la production de pétrole repartait à la hausse ? A priori, elles sont déjà bien implantées, donc ça risque d'être difficile de les fermer, mais elles pourraient être fragilisées. Et il faut savoir que ça laisserait quelque part le champ libre à un acteur qui est majeur dans ce domaine, qui est la Chine, qui a cette stratégie de devenir le monopole mondial des technologies vertes. Et clairement, Donald Trump risque d'offrir cela sur un plateau d'argent à Pékin. Donc, il y a un vrai risque quelque part pour l'économie américaine de ne pas être dans cette course mondiale à la transition écologique. Donc, vous dites déjà sur cette première promesse, peut-être qu'il y aura en tout cas soit un coup de frein, soit une incapacité, parce que le marché lui rappellera la réalité. Je reste avec vous, Neil Makarov, sur quand même cette
promesse de guerre commerciale que Donald Trump veut relancer dès les premiers jours de son mandat. Il a dit je signerai les premiers décrets, hausse des droits de douane, etc., etc. Quelles conséquences ça peut avoir, notamment sur ces enjeux environnementaux dont on parle? A des conséquences très directes, en tout cas sur l'industrie européenne. Typiquement, le secteur de l'éolien en Europe exporte énormément vers les États-Unis, de même que l'automobile. Donc clairement, l'industrie européenne risque d'être d'autant plus fragilisée par ces tarifs douaniers. Et il y a aussi des conséquences très indirectes aussi pour notre industrie verte européenne. Typiquement, si le marché américain se ferme pour les produits chinois, ces produits chinois vont devoir trouver d'autres débouchés. Ils viennent chez nous. En particulier sur le marché européen, ce qui risque d'accroître la concurrence vis-à-vis de l'industrie verte européenne, qui est déjà très mal en point. Si vous pensez par exemple au producteur de batteries Northvolt en Suède, qui est en train de faire banqueroute, ou aux usines, notamment de pompes à chaleur dans l'ouest de la France, qui sont en train de licencier, clairement, la concurrence chinoise risque d'être beaucoup plus ardue à l'échelle européenne, ce qui menace aussi notre industrie. Et Virginie Leroux, quelle réponse l'Europe peut apporter? Parce qu'on a vu au moment de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, que bon ben voilà, on est 27 pays, on a une structure de fonctionnement de l'Union européenne qui fait qu'on va moins vite quoi, pour prendre des décisions. Moi, je pense que, en tout cas, la vue qu'on défend chez AXA IM, c'est que ça doit être, ces élections américaines, ça doit être le sursaut. Pour l'Europe, et que l'option à privilégier, c'est une accélération de l'électrification de l'économie européenne. C'est très clair. Mais c'est très clair, moi je suis d'accord avec vous, sauf que on a eu un Green Deal voté lors de la précédente mandature du Parlement européen. Depuis, il y a eu des élections. Il y a eu un centre de gravité, on va dire, du Parlement qui va un petit peu plus vers la droite et l'extrême droite. Et une tentation, on verra, mais une tentation d'en rabattre sur l'ambition ou les ambitions du Green Deal. Donc c'est contradictoire par rapport à l'enjeu dont vous parliez à l'instant. Alors, je pense que le monde politique n'est pas toujours à une contradiction près. Voilà, mais je pense que ne serait-ce que économiquement et au-delà d'un coût qui reste considérable, qu'il ne faut pas négliger, mais à moyen terme, c'est un enjeu de toute façon de sécurité, de souveraineté. Et si on regarde juste aujourd'hui la facture énergétique qui correspond aux importations quand même massives de combustibles fossiles, réintégrer ça dans l'équation, ça permet de... Quel bilan carbone on peut faire du premier mandat de Donald Trump? Si on se dit, tiens, bon, il revient, voilà, il y a ces craintes sur ces enjeux environnementaux, biodiversité, etc. Finalement, quel bilan carbone on peut faire de son premier mandat? Ça a été calamiteux ou pas tant que ça? Non, pas du tout. Globalement, quand on regarde les chiffres, depuis une dizaine d'années, les émissions carbone des États-Unis ont graduellement baissé. Alors, ne nous leurrons pas, le moteur principal, ça a été quand même la sortie graduelle du charbon. Donc, ça questionne également le rythme futur de cette baisse, mais en tout cas, elles ont baissé à la fois en absolu et en intensité, y compris sous le premier mandat de Donald Trump et hors effet Covid. Et pourtant, pendant ce premier mandat, il sort des accords de Paris. Enfin, il sort les États-Unis des accords de Paris. Alors, comment ça s'est passé? Il y a eu un effet retard, en fait. Ça a pris du temps avant que les États-Unis sortent vraiment des accords de Paris, c'est ça? Déjà, quand on annonce la sortie de l'accord de Paris, il y a quelques années, il me semble que c'est 2 années avant qu'il y ait une sortie effective de l'accord de Paris. Et puis, vous avez énormément d'acteurs américains qui se sont engagés à rester dans l'accord de Paris, notamment des États américains comme la Californie, New York, qui ont continué à investir dans la transition écologique, qui sont même devenus quelque part certains des champions des renouvelables ou même du véhicule électrique. Donc malgré la politique de Washington, quelque part, les États américains, eux, restaient dans la course à cette transition. Et vous pensez que ça va continuer là pour le second mandat de Trump? Enfin, c'est un État fédéral, les États-Unis, et donc il y a une autonomie assez forte de la Californie, de New York, pour reprendre les exemples que vous citiez. Et même maintenant du Texas, qui a plus d'éoliennes que la Californie. Donc c'est intéressant de voir même des États républicains mobilisés sur la question de la transition écologique, non pas pour une question de climat, mais pour une question purement économique. C'est rentable d'investir dans la transition écologique. Par contre, l'effet de l'administration Trump peut être très néfaste d'un point de vue international.
internationale, parce qu'évidemment, en sortant à nouveau de l'accord de Paris, il risque d'affaiblir le régime de négociation climatique au niveau international. Il risque aussi de créer un effet contagion. On pense par exemple avec l'Argentine de Javier Milei qui a cette tentation de sortir de l'accord de Paris avec Donald Trump. Donc il y a un effet global qui peut, un effet domino qui peut être assez néfaste quand même dans la lutte contre le dérèglement climatique. Je veux bien entendre votre avis là-dessus aussi, Virginie Derue, le signal d'une certaine façon envoyé à d'autres pays. Bien sûr, le signal il est très clairement négatif, ça c'est certain, notamment envers des pays comme l'Inde. Enfin, moi je pense aussi à l'Inde, qui aujourd'hui est déjà parmi les plus gros émetteurs et qui a encore des besoins considérables de développement. Donc il y a le signal, mais je pense quand même, encore une fois, qu'il y a des garde-fous. Au global, aujourd'hui, les renouvelables, ils sont compétitifs. Voilà. Donc c'est aussi ces réalités économiques et financières qui primeront sur le politique. Dernier thème, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle du rôle d'Elon Musk, parce que qui va se retrouver donc à la tête d'une commission chargée de faire la chasse au gaspillage parmi les agences fédérales, ce qui lui donne un pouvoir quand même important. Craignez-vous que les agences en charge des questions environnementales soient les premières à payer d'une certaine façon? Honnêtement, ça ne serait pas une nouveauté. On l'a vu dans d'autres États, typiquement l'Argentine, quand Javier Milei est arrivé au pouvoir, il a supprimé tout simplement des agences pour l'environnement. Il est fort probable qu'aux États-Unis, on retrouve un peu la même dynamique. Alors peut-être pas la suppression totale, mais en tout cas la coupe dans les effectifs, dans les budgets, dans les normes. Mais encore une fois, ça risque d'affaiblir vraiment avant tout l'économie américaine, parce que si les Américains ne sont pas capables d'innover grâce à ces standards environnementaux, il y a fort à parier que ce soit la Chine qui prenne la place de leadership industriel à l'échelle mondiale, parce qu'eux investissent massivement, ils innovent et vont bien plus vite. Donc il y a un vrai risque pour l'économie américaine, et ici, peut-être qu'Elon Musk peut peut-être tempérer un peu l'ardeur de Donald Trump, mais bon, on verra. Oui, moi j'en doute un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, Virginie Derue, parce qu'il est un peu jugé parti, Elon Musk, notamment avec sa méga fusée SpaceX, qui a des effets sur la biodiversité autour du pas de tir, qui lui valent des procédures judiciaires, notamment de la part d'agences de défense de l'environnement. Oui. Bon. Alors, moi, ma réponse sur, à cette question-là, elle est double. La première, c'est que moi, j'attends de voir un peu combien de temps la lune de miel va durer, parce qu'on a quand même affaire à 2 fortes personnalités. Comme vous le dites, il y a des conflits d'intérêts qui sont quand même majeurs. Je suis complètement d'accord avec Neil sur le sujet réduction d'effectifs, coupe dans la recherche, tous azimuts, c'est très clair. Après, encore une fois, il y a quand même, je pense, sur le terrain des contre-pouvoirs, et les grandes sociétés internationales, elles font aussi face à la pression des investisseurs sur les questions environnementales. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.